Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord du vol Air France 447 au départ de Rio de Janeiro à destination de Paris. Je m'appelle Charles, je serai votre commandant de bord le temps d'une vidéo pour retracer l'histoire de ce vol, qui est malheureusement tombé en mer à cause d'une erreur de pilotage, on peut dire. Peut-être. V1. Rotation. C'est à bord d'un Airbus A330 que le vol Air France 447 partira de Rio de Janeiro pour arriver à Paris. Ce 1er juin 2009, après une belle journée à Rio, il est l'heure de rentrer pour la majorité de Français, mais aussi de partir pour un petit nombre de Brésiliens. On trouve pas mal de nationalités à bord, des Slovaques, des Autrichiens, des Polonais, des Marocains, des Libanais et bien d'autres. Ce vol qui relie Rio à Paris, aussi souvent nommé le Rio-Paris, est assuré par Air France à bord d'un Airbus A330-203. C'est une version un petit peu plus courte de la version classique, la 330-300. Ce dernier permet d'emporter un peu plus de carburant, mais un petit peu moins de passagers. C'est un avion long courrier d'Airbus qui remplace le célèbre quadriréacteur A340, qui était auparavant l'avion de référence long courrier de chez Airbus. Réputé comme indécrochable, l'avion va dans quelques minutes entacher un petit peu la réputation de l'appareil. Tout va pour le mieux à l'aéroport de Rio. Le vol Air France 447 prêt au décollage effectue ses dernières checklists. Dans cet avion, qui est dans le cas de la 330, fête ses 15 ans, aucun A330 n'a eu de crash pendant toutes ces années. On est donc en totale confiance avec un appareil très apprécié par les pilotes. Air France est une compagnie réputée, reconnue, qui n'a pas eu de problème de fiabilité majeur. Elle est dans les meilleures compagnies aériennes et l'entretien de ses appareils est très bon. Mais on va voir que c'est pas la fiabilité de l'avion, ni son entretien qui est en cause ici. L'avion allait très bien et pourtant, il fallait suivre exactement l'itinéraire indiqué. La 330 du vol Air France 447 est partie avec un poids de 232 tonnes. Or, son poids maximal au décollage est de 233 tonnes. À peine quelques kilos près, on était à la limite. Mais c'est pas grave. Le truc, c'est qu'on a des réservoirs avec 70,9 tonnes de kérosène pour un minimum nécessaire de 70 tonnes, ce qui ne laisse pas du tout le droit à l'erreur. Les pilotes donc sont au nombre de 3 sur un vol long courrier comme celui-ci pour se relayer. Pendant qu'un des pilotes dort, les deux autres peuvent continuer à piloter l'avion. Cet avion, comme bien d'autres à l'époque, n'a pas de mécanicien navigant. C'est un petit peu fini déjà depuis quelques temps maintenant. Le vol se passe bien. À 1h35 du matin, heure locale, le commandant de bord dit au revoir au contrôle aérien brésilien. Après avoir confirmé le niveau de vol 350, donc 35 000 pieds, à peu près 10 000 mètres, il va se retrouver seul au-dessus de l'océan Indien, sans communication transpondeur avec le sol, pendant 3 heures, avant de rejoindre le radar de Dakar au Sénégal. Mais pour le vol Rio-Paris, le radar de Dakar n'a aucune information, aucune nouvelle, aucune trace. Au matin, un avion brésilien décolle pour aller sur les traces de l'avion porté disparu. Il arrive à l'endroit où la 330 a donné sa dernière position, à 2h10 du matin. Mais où est-ce qu'il est passé ? Alors qu'il est, l'avion ne peut plus être en vol maintenant, il n'a plus de carburant, et où est-ce qu'il peut bien être passé, vraiment ? Avec un dernier signal donné en plein milieu de l'océan Atlantique avec la CARS, l'avion s'est écrasé à cet endroit ? Ou est-ce qu'il a continué sa route ? Au départ, Air France commence à penser que l'avion a été foudroyé en plein vol. Si ça vous arrive d'ailleurs, ne paniquez pas, les avions sont faits pour résister, ils reçoivent environ 2 fois la foudre par an, et les risques de crash restent quand même très faibles. Au bout de quelques jours, les premiers débris sont retrouvés, éparpillés, dans un état assez dramatique quand même, ce qui prouve donc que l'avion n'aurait pas subi d'explosion. Le problème est bien plus bénin que ça, et pourtant, il a conduit à une succession d'événements qui ont mené à la perte de la 330 français. C'est parti pour la recherche des boîtes noires de l'avion, ces dernières qui contiennent l'enregistreur de vol d'un côté et l'enregistreur de paramètres de l'autre. D'ailleurs, vous savez pourquoi les boîtes noires sont oranges ? Eh bien, c'est tout simplement pour les repérer plus facilement. Un mois après, c'est la fin de l'émission des ondes par les boîtes noires, il sera bien plus difficile de les retrouver. Mais 2 ans après, le 1er mai 2011, les boîtes noires sont retrouvées par le bureau d'enquête et d'analyse. Et c'est là qu'une vérité tout autre va se dévoiler. Le commandant de bord, assez fatigué, voulait aller dormir. Une zone de turbulence avec un gros cumulus juste en face. Le pilote décide de ne pas contourner le nuage et se dit que de toute manière, ça va passer. Le risque de tomber dans un de ces nuages était quand même assez élevé de toute manière. Donc le commandant de bord réveille le 3e pilote et va dormir. Le commandant va dormir et l'avion, contrairement à tous les autres dans cette zone, n'arrive pas à éviter un gros cumulonimbus présent juste devant lui, ce qui va justement devenir la source de tous ces problèmes. Dans ce cumulonimbus, un nuage de grêle règne. L'avion rentre droit dedans. Forcément, dans un nuage de grêle, l'avion subit quelques perturbations jusqu'à ce que le pilotage automatique se déconnecte. Ce qui n'est pas vraiment normal. Les pilotes doivent reprendre le vol en manuel et très rapidement, l'avion montre des signes d'incohérence. Les vitesses ne sont pas bonnes entre les 2 écrans des pilotes, mais l'altitude aussi diminue selon le variomètre et l'altimètre. En fait, dans un avion, vous avez plusieurs écrans. Vous avez plusieurs sondes, ce qui s'appelle les sondes pitot, qui servent à calculer la vitesse. Vous avez l'altimètre, qui sert à calculer l'altitude. Et en fait, tout ça, vous en avez 3. Un pour le pilote, un pour le copilote et un de secours. Et le pilotage automatique, il ne s'active que si 2 au moins des altimètres donnent la même information. Et forcément, vu que là il n'indique plus la même information, c'est pour ça que le pilote automatique se déconnecte. L'avion apparemment perd de l'altitude et le copilote tire sur le manche pour redresser l'avion, alors qu'en fait il reste toujours à son altitude de croisière, sauf que ça il ne le sait pas. En faisant cabrer l'avion, le pilote le fait ralentir un petit peu, mais
C'est un réflexe de pilote quand on se retrouve dans ce genre de situation. Un avion doit rester à son niveau de vol pour ne pas risquer de collision avec d'autres avions, mais le pilote tire sur le venche. Il dépasse l'altitude de 11 500 mètres. C'est l'altitude maximale à laquelle peut voler l'Airbus A330. Et c'est alors que l'avion entre en décrochage. Sauf que les pilotes ne le savent pas. L'avion décroche réellement et n'y croit pas. Alors qu'ils entendent l'alarme de décrochage qui retentit dans l'avion. L'alarme de décrochage, quand même, c'est quelque chose qu'on entend. L'alarme de décrochage, ça fait ça. Stall, stall. Stall, stall. Il se fie à la vitesse indiquée et à l'altitude alors que ces dernières sont fausses. L'avion décroche vraiment et commence une chute longue et de plus en plus rapide qui le mènera à sa perte et au décès de l'ensemble des personnes à bord. L'avion chute, mais de manière douce, sans que personne ne s'en rende compte. Les copilotes appellent le pilote, le commandant de bord, pour le réveiller. Et les pilotes sont livrés à eux-mêmes et à leur connaissance sous réserve de comprendre ce qu'il se passe. Et c'est justement ce qui va être compliqué, car en plus de ça, ça ne va pas arranger les choses, bien au contraire. L'avion décroche, la sonnerie retentit toujours dans le cockpit et le manche vibre de manière assez importante. Le vibreur de manche, c'est quelque chose qui indique le décrochage, c'est-à-dire que le manche commence vraiment à vibrer vraiment fort, et c'est très désagréable, et donc ça signifie qu'il faut tout de suite remettre la poussée au maximum, mettre l'avion en descente pour pouvoir récupérer la portance et pouvoir continuer à voler tranquillement. On ne peut pas louper le décrochage d'un avion. C'est une des alarmes les plus importantes, c'est une des situations les plus graves qui puissent arriver. Et le commandant de bord arrive dans le cockpit et les pilotes ne font plus confiance aux instruments de bord. Mais là, tout fonctionne correctement. Alors qu'est-ce qui s'est passé pourtant? C'est tout simplement à cause du nuage de grêle dans lequel on était tout à l'heure. En fait, des grêlons sont venus obstruer certaines des 3 sondes pitot qui ne pouvaient plus donner une vitesse cohérente partout. Ainsi, la vitesse n'étant plus bonne partout, le pilote automatique se désactive parce qu'il ne sait plus à qui se fier tout simplement et donc par sécurité, il se coupe. Sauf que le problème des sondes pitot est assez rapidement résolu, le temps que la glace qui était dedans fonde et l'avion indique de nouveau la bonne vitesse. Sauf que l'avion est toujours en décrochage et l'alarme de décrochage retentit toujours. Les pilotes ne savent pas que la glace a fondu, en fait ils ne savaient même pas qu'il y avait de la glace, et que les sondes pitot donnent maintenant des vitesses cohérentes. Tout met le doute aux pilotes. Mais pourtant, une information est parfaitement fiable. En 1 minute, l'avion a été conduit vers le chemin de l'enfer. Et les pilotes sont perdus, ils ne savent plus vraiment s'ils sont en décrochage ou alors s'ils sont en survitesse, ce qui pourrait dans les deux cas endommager gravement l'avion et conduire au décès de l'ensemble des passagers et à la destruction de l'appareil. Les ailes sont pourtant à l'horizontale, l'avion repart en montée, ce qui laisse encore moins de chances de sauver l'avion. Et oui, parce qu'en fait, toujours avec mon fidèle Airbus A380, le plus beau à mes yeux, quand l'avion est en décrochage, donc il descend comme ça. Sauf que quand l'avion descend comme ça, au lieu de voler normalement, et qu'on cherche à le cabrer, donc à l'emmener comme ça, pour qu'il reprenne de l'altitude, et bien l'avion comme ça, on ralentit encore plus sa vitesse et on finit à avoir une vitesse horizontale quasiment nulle. Par contre, la vitesse verticale, elle continue à augmenter. Pour se sortir d'un décrochage, il faut donc demander la poussée maximale au moteur, se mettre en descente et ensuite il faut faire remonter l'avion une fois que le décrochage est terminé. Ils n'ont pas cessé de faire remonter l'avion pour le cabrer et essayer de remonter ce qui a stoppé quasiment sa vitesse horizontale. Personne ne sait quoi faire, il est trop tard pour remonter, l'avion est voué à s'écraser dans l'océan Atlantique. Et voilà pour le vol Air France 447 qui s'est écrasé en plein milieu de l'océan Atlantique sans aucun contrôle aérien, sans pouvoir demander d'aide à qui que ce soit au transpondeur, puisqu'il n'avait plus de contrôle aérien, il avait quitté le contrôle brésilien et il n'était pas encore sur le contrôle de Dakar. Tout ça à cause d'un nuage de grêle. J'espère que cette vidéo vous aura plu et le sujet aussi. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour décoller avec nous en avant-première pour nos prochaines vidéos. Je sais pas de quoi on parlera la prochaine fois. Tous ces éléments sont issus de l'enquête officielle du BEA, le Bureau Enquête et Analyse français. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bon après-midi et à la semaine prochaine.